Bonjour à tous, c'est encore moi pour le concours corrigé où là nous allons faire maintenant le problème d'HEC 2019 ECE. On vient de faire l'exercice 1, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, une vidéo d'algèbre et d'algèbre et de Scilab, donc n'hésitez pas à regarder. Et là maintenant nous allons voir ce qu'ils nous ont concocté comme problème sur ce HEC 2019. Là, ici, on est quand même, bon, ils nous font, comme d'habitude, le petit topo sur on note oméga P, un espace polarisé, tout est variable aléatoire introduit dans l'énoncé, blablabla. Et là, on est content. Là, on est content parce qu'on voit ça. Et ça, c'est des choses qu'on a vues à de multiples reprises dans l'histoire des concours. Donc, par exemple, on l'a vu sur HEC 2001, on l'a vu sur HEC 2008, à la fin, sur la partie 3, problème sur les estimations à la fin. On l'a vu sur l'ESSEC 2005. Bref, on l'a vu à de multiples reprises. Et là, on va en fait passer une bonne partie du temps à analyser ça. Bon, là, par contre, ici, ln de mxt, bon, là, c'est peut-être un peu moins classique, donc c'est peut-être pas ces questions-là que je vais faire en priorité. En tout cas, toutes les questions, il y aura du mxt. Si on est bien préparé, on sait faire. Après, on a donc ici, on voit partie 1. Bon, on voit des choses qui P2S égale moins 1, P2S égale 1 égale à 1,5. Bon, ok. Donc une variable aléatoire qui vérifie ça. Bon, là, en fait, je vais rentrer dans l'art, on va voir ce qui se passe. Mais là, ici, moi, je me serais battu sur cette première partie, parce que ça semble vraiment jouable. Je me serais aussi battu, je regarde ici, mais on a après x2 qui suit une loi binomiale de paramètres 2, 1,5. Et là où on va faire des petits calculs de proba. Donc moi, je me serais battu aussi là sur la 2. Le Scilab, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était une année où il fallait avoir un petit peu fait de Scilab, sinon c'était plus dur. Donc j'aurais sans doute travaillé le Scilab. Mais après, donc on ne va pas zoomer sur le Scilab, on va zoomer ici sur une autre partie que j'aurais traitée. Moi, c'était celle-là. Parce que là, on a encore du MX. Donc là, j'aurais clairement géré ça. Partie 2, là, on revient sur comment dire, l'opérateur, enfin l'expression qui n'était pas très classique. Donc là, peut-être que j'aurais pas regardé ça dans un premier temps. Mais par contre, je repère ici dans le set qu'on a des choses qu'on a vues aussi à de multiples reprises. La fonction qui a t associée exponentielle t moins 1 sur t, quand t est non nul, équivaut 1 si t égale 0. Ça c'est du grand classique, quoi. EM Lyon 2009, EDEC 2001, et puis il y en a certainement plein d'autres. On est normalement ici plutôt serein quand on voit ça. Donc j'aurais aussi traité ça. Et puis on va certainement un peu zoomer dessus tout à l'heure. Là, je vois que dans la question 10, on a une intégrale qui nous fait penser, vu qu'on est avec une loi normale centrée réduite, qui nous fait penser quand même à de la loi normale. Donc là, moi, je me serais battu au moins sur la 10A et la 10B sans doute, parce que MZT, ça ne va pas être très dur non plus. Donc voilà. Et puis est-ce que je vois d'autres choses? Non, après, c'est la fin. Donc là, voilà, moi, essentiellement… Ah oui, si, bien sûr, la question 11. Question 11, où là, c'est du cours. La RPN suit la loi de Poisson. Justifier la convergence en loi de la suite des variables Wn vers une variable aléatoire W. Ça aussi, question cadeau. Ça, on sait que ça va être du théorème central limite. Donc, je me serais aussi battu là-dessus. Donc voilà, on a un sujet où, en exo 1, il y avait quand même une bonne moitié, voire presque 2 tiers du sujet qui était jouable, 2 tiers de l'exercice. Et puis là, on a quand même du boulot sur ces calculs. Donc certes, ça ne fait pas tout le sujet, mais déjà, si on fait bien, on exécute bien tout ça, on a, je pense, largement autour de 15. Ici, cette année, le sujet était effectivement interminable. Il était très long. Mais ce n'est pas parce qu'il est très long qu'on va avoir une mauvaise note. Parfois, en faisant juste très bien l'exercice, une année, c'était en 2007, un étudiant avait fait que l'exercice, un petit exercice, avec une matrice T comme ça, et il avait eu 17, alors qu'il n'avait pas touché au problème. Par contre, il avait parfaitement fait tout l'exercice. Donc voilà, soyez rassurés, et on va maintenant voir comment est-ce qu'on pouvait
se battre ici en ce début de partie. Je vais couper l'écran en deux. On a donc ici une variable x qui est à valeur dans moins n, ok. Écrire mxt sous la forme d'une somme et en déduire que la fonction mxt est de classe C infini. Voilà. Là, typiquement, on a une question. Je l'ai fait tout à l'heure. On a une question qui est assez simple, hein, qui renvoie au théorème de transfert. Donc, il faut comprendre ce que c'est que cette espérance de E de x t ou tx, pardon, attendez, c'est E de, je regarde juste, mais je crois que c'est pareil, hein, mais tx, eux, ils mettent tx. Ok, on va mettre tx, on va respecter l'énoncé. E de tx, E de tx, bon, on sait, d'après le théorème de transfert, que si cette somme-là, k appartenant à x de oméga de exponentielle tk p de x égale k, si cette série-là est absolument convergente, alors cette espérance existe et on a ce résultat. Ici, cette histoire d'absolue convergence n'avait pas fondamentalement de lieu d'être ici, puisque x d'oméga est un support fini. Donc ici, c'est même pas une série, c'est juste une somme finie de termes, k allant de moins n à n, de, alors on va mettre peut-être le p de x égale k devant, qui est comme un réel, et e de tk. Voilà. Bon, et là, on a quoi? On a en fait tout simplement une somme, on utilise les théorèmes généraux ici, hein. On a une somme de fonctions C infini, parce que la fonction qui a t associe pour tout k appartenant à moins n, n, la fonction qui a t associe exponentielle tk, elle est C infini sur R. Et là, on a donc une somme de 2n finalement, 2n ou 2n plus 1 termes de fonctions C infini. On va parler théorèmes généraux de l'analyse, on sait que c'est C infini. Donc, c'était une question qui était quand même ici très abordable. Bon, et après, c'est surtout la question 2. Donc là, ici, ok, par théorèmes généraux, hein, on écrit rapidement, théorèmes généraux, on en déduit que cette fonction mx, eh bien, c'est infini sur R. OK. Ensuite, la question B. À la question B, là, il y avait le piège, les étudiants, j'espère que vous n'êtes pas tombés dedans, qui considèrent que mx à la puissance, dérivée p fois de 0, il y en a qui vont d'abord remplacer le t par 0 et ensuite dériver p fois, ce qui va donner 0 évidemment. Parce que quand je remplace par 0, ça fait une constante que je dérive p fois, ça fait 0. Donc là, attention, il fallait d'abord, ça veut dire qu'il faut d'abord dériver mx, donc on y va. Pour tout t appartenant à R, on a mx de t qui vaut, je le rappelle, somme k allant de moins n à n de p de x égale k, e de tk. Bon, bah, je vais le dériver une fois. Qu'est-ce qui se passe quand je le dérive une fois? C'est dérivable, on a dit que c'est infini, hein. Ça fait mx' de t qui vaut somme k allant de moins n à n de p de x égale k. Et quand je dérive exponentielle de tk, ça nous fait k exponentielle de tk. Donc là, on utilisait en fait ce qu'on appelle la linéarité de la dérivation, c'est-à-dire que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc là, il n'y a que ça en fait que je dérive, et ça, je le garde. Donc ça nous donne ça. OK. Ensuite, quand je dérive une seconde fois, on y va, ça nous fait somme k allant de moins n à n, p de x égale k, k carré, e de tk. Bon, et donc je vois que si je le fais p fois, en fait, il va falloir faire une récurrence hein, ici, puisqu'ils disent que justifier pour tout p. Donc là, en fait, c'était une récurrence, si on ne veut pas le faire par itération. Mais donc, par récurrence, on montrerait, je ne vais pas vous faire la récurrence, hein, je pense que ça vous savez faire, mais en tout cas, attention ici, c'était une récurrence, si on veut bien rédiger. Par récurrence, on montrerait donc que ça nous fait somme k allant de, pour tout t appartenant à R, somme k allant de moins n à n de p de x égale k fois k puissance p e de tk. Bon, et ensuite, qu'est-ce que je fais?
eh bien, je remplace t par 0. Pour t égale 0, vu que c'est vrai pour tout t, hein, on peut dire que t vaut 0, on peut prendre en égal à 0. Ça nous fait m x dérivé pm pris en 0. Ça fait somme k allant de moins n à n de k puissance p, on va le mettre devant, p de x égale k. Et là, si vous connaissez bien votre cours sur les moments d'ordre p, ça fait exactement e de x puissance p. Donc là aussi, on avait une question quand même qui était cadeau, si on le faisait posément. Question C. Soit y une variable dont la fonction génératrice des moments my est la même que celle de x. OK, qu'on se le dise. On note ensuite g de x et g de y, les deux polynômes définis par. Bon, là, on peut prendre peur, mais bon, OK, acceptons ces notations. On va voir après ce qu'on en fait. On nous dit ensuite, vérifier pour tout t, l'égalité gxet égale exponentielle nt mxt. Bon, OK. On y va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien ici, en fait, je vous propose de faire un raisonnement d'analyse. Donc là, on est en question 1C, donc 1C petit i. Là, c'était une question qui était faussement difficile. Hein, c'est-à-dire que quand je fais gx de exponentielle t, je remplace bourrinement. Hein, donc là, je ne rédige pas bien. Hein, je ne mets pas toujours les quantifs. Hein, c'est juste pour que vous compreniez bien ici l'idée. P de x égale k moins n xk. Le x ici, je le remplace par exponentielle t. Donc, ça veut dire que x ici, ça va être exponentielle t. OK, donc ça nous fait exponentielle t puissance k. Bon, très bien. Maintenant que j'ai fait ça, bon, ça, je vois que c'est égal à exponentielle tk. Hein, j'imagine que ça, vous comprenez. Bon, et bien, raisonnement d'analyse. Et bien maintenant, je vais partir de la droite. Voyons ce que vaut la droite. Donc, on y va. Or, blablabla, pour tout blablabla, exponentielle nt, mxt, ça nous fait, et là j'écris, exponentielle nt, somme k allant de, donc mxt, c'est de moins n à n, de exponentielle tk, p de x égale k. Bon, là, on observe quoi? On observe que, finalement, si on regarde les points communs et les différences, principal point commun, bon, il y a e de tk ici, là, il y a e de tk, d'accord. Mais il y a quand même ici p de x égale k, et là, k moins n, et là, les bornes, ça va de moins n à n, alors que là, c'est de 0 à 2n. Bon, bah, c'est là qu'on a l'idée de faire un changement d'indice. L'idée doit vous venir quand même, si les bornes ne sont pas les mêmes dans une somme, et qu'on veut montrer l'égalité, il faut vraiment faire un changement d'indice. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais monter ces bornes de n. Donc, je vais faire plus n partout. Et du coup, si je fais plus n dans les bornes, eh ben, ça veut dire que je vais faire moins n dans tous les cas que j'ai ici. Donc, ça, c'est une technique que je vous invite à avoir, sauf si vous préférez faire poser k' égale k moins n. Enfin, il y en a qui font ça. Moi, je ne fais pas comme ça. J'essaye de dire, OK, là, je monte de n. Donc, ça fait moins n plus n, c'est-à-dire 0. Et n plus n, c'est-à-dire 2n. Et là, je descends de n tous les cas. Donc là, ça me fait k moins n. Et là, k moins n. Donc je répète ici, quand dans la somme, dans les indices de sommation, je les augmente de n, et ben pour compenser, à l'intérieur, je dois diminuer tous les cas de n. C'est ce que j'ai fait ici. OK. Après, et ben je continue. Ça me fait quoi ce truc? On n'est quand même pas loin, hein, puisque ici, ça nous fait exponentielle nt. Tiens, si je le rentrais, allez, je vais le rentrer. Exponentielle nt, je vais le rentrer. Hein. Somme de k allant de 0 à 2n. Là, j'ai exponentielle nt fois exponentielle tk fois exponentielle moins nt. Youpi. Là, je commence à jubiler. C'est magnifique. E de moins nt fois e de nt, ça fait exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et donc, on obtient exactement gx et. Donc là aussi, question qui était cadeau si on avait du sang-froid et qu'on posait les choses tranquillement. La question 2. Justifier la relation gxet égale gyet. Bon, là aussi, ce n'était pas une question difficile, une fois de plus, puisque en lisant bien l'énoncé, on nous dit que mx égale à my. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que gx de et, c'était égal à
exponentielle de nt fois mx de t. Mais mx de t, c'est my de t, donc ça nous fait la chose suivante. ENT, my de t. Mais ENT, my de t, vu que ici c'est vrai pour x, mais c'est vrai pour aussi y, c'est la même chose, regardez. Y, c'est exactement comme, c'est exactement la même, gyx et gxx, c'est la même chose, sauf qu'on remplace ici x par y. Donc, cette expression-là, e de exponentielle nt my de t, c'est aussi égal à gy exponentielle de t. Donc, il suffisait de l'écrire, on arrivait sans trop de soucis à montrer ça. Alors, par contre, la 3, j'adore. La 3, là, c'est une petite pépite, très fréquente en ECS, un peu moins en ECE. Et donc, ça vaut le coup de le voir, parce que maintenant, le niveau de difficulté entre ECS et ECE a tendance à les deux niveaux ont tendance à se rapprocher. Donc là, en déduire que la variable y suit la même loi que x. Donc là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, on y va. Ici, il y a quand même un truc que j'ai envie d'avoir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais quand même écrire les choses. Donc, on a montré que somme, donc pour tout t, pour tout t appartenant à R, somme k allant de 0 à 2n de p de x égale k moins n exponentielle de t tk, est égale à, donc exponentielle de t comme ça, puissance k, est égale à somme k allant de 0 à 2n de p de y égale k moins n exponentielle de tk. Bon. Là, on se dit, c'est pour montrer que ces deux choses sont, que les probas sont égales, là, on a affaire à des polynômes, ils nous le disent bien. Quand deux polynômes sont égaux, eh bien, il y a un point de cours qui nous dit que les coefficients sont égaux. Et là, c'est un peu ce théorème qu'on a envie de faire apparaître. Si on arrive à montrer que ces deux polynômes sont égaux, alors les coefficients seront égaux. Et comment on montre que deux polynômes sont égaux? Généralement, on fait la différence et on montre que c'est nul. Et donc, on va voir comment on fait ici. Donc, c'était ça toute l'idée qu'il y avait derrière. Donc, maintenant, on va voir l'exécution. L'exécution est très importante ici, parce que là, on n'a pas exponentielle t, mais on n'a pas grand X, du polynôme, on a exponentielle t. Nous, on aimerait avoir du grand X. Comment on va faire? Déjà, on va passer par du petit x. Comment on fait pour passer à du petit x? Attention, ici, il fallait penser à dire que pour remplacer ce exponentielle t par du x, il faut dire que t donne exponentielle t réalise une bijection de R vers R plus étoile. Et oui, quand vous regardez l'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc, cette fonction-là est bien une bijection de R sur R plus étoile, je vous en ai le montrer. Ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a ça, eh bien, ça veut dire que, en fait, pour tout t appartenant à R, il existe un unique x strictement positif, tel que x soit égal à exponentielle t. Bon, et donc, ça veut dire qu'en fait, je peux très bien, ici, à la place d'avoir un pour tout t appartenant à R, je pouvais mettre un pour tout x strictement positif et remplacer le exponentielle t par x. Et donc, du coup, cette mention de la bijection nous permet d'écrire que pour tout x appartenant à R plus étoile, on a somme k allant de 0 à 2n de p de x égale k moins n x puissance k est égale à la somme k allant de 0 à 2n de p de y égale k moins n x puissance k. Et là, on construit petit à petit l'avenir de la question. Regardez, je passe le membre de droite à gauche et ça nous donne, en factorisant, on a p de x égale k moins n moins p de y égale k moins n. Je passe les crochets, là. Pour mettre les crochets, mais je ne les ai pas mis. Hop, de x puissance k égale 0. Et ça, c'est vrai pour tout x strictement positif. Bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas encore polynôme. Eh oui, mais par contre, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Si je pose
le polynôme P égale à tout ça. Égale à, alors P, c'est peut-être pas très heureux parce que P, ici, c'est proba. Donc, si je pose le polynôme, je ne sais pas, je vais l'appeler H, égale à somme k allant de 0 à 2n de P de x égale k moins n moins P de y égale k moins n fois x puissance k. Là, on a vraiment une forme polynomiale avec du grand X et non pas du petit x. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on a? On a, pour tout x strictement positif, h de x qui vaut 0. Donc, h qui admet une infinité de racines. Mais on sait aussi que le degré de h, ici, c'est une somme qui va jusqu'à 2n. Donc le degré, ça va être au pire inférieur ou égal à 2n. Un polynôme de degré inférieur à 2n, enfin de degré de toute façon d'un certain degré qui admet une infinité de racines, est toujours le polynôme nul. Et donc ça, c'est un point de cours. Hein. Quand, basiquement, hein, quand le degré, quand il y a une infinité de racines, quand il y a plus de racines que le degré, c'est que c'est le polynôme nul. Et donc ici, on pouvait en déduire que h égale 0. Et comme h égale 0, on a un autre point de cours qui nous dit qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc, les coefficients sont égaux à 0. Et donc, pour tout k appartenant à 0, 2n, on a P de x égale k moins n qui vaut P de y égale k moins n. Si je le remets en faisant un changement de variable, changement d'indice, si je le remets non pas sur 0, 2n, mais sur moins n, ça revient au même. On a P de x égale k qui vaut P de y égale k. Ça, si vous ne comprenez pas ce passage-là, remplacez k par 0, vous allez voir ce que ça donne. Et là, k par moins n, vous allez voir que ça donne exactement la même chose. Faites-le pour tous et vous verrez que ce n'est pas si difficile. Bref, on vient de montrer magnifiquement. J'espère que vous êtes très heureux à la suite de cette question. On vient de montrer que x et y suivaient la même loi. Voilà donc pour cette question que je trouve très sympathique. Ici, question 2. Franchement, là aussi, c'était pas dur. On va essayer de voir, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'était pas dur. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, on n'a jamais vu. y2 égale sx2. Bah, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, mais c'est pas grave. On peut y aller tranquillement. Et donc là, dans la question 2, on y va. On nous dit x2 suit une loi binomiale de paramètres 2, 1,5. Bon, x2 et s sont indépendantes, ok. Et y2, on nous dit que c'est sx2, ok. Bon, et donc quand je commence la question A, préciser l'ensemble des valeurs possibles prises par y, bah déjà on sait que x2 de oméga, c'est une binomiale, donc ça prend ses valeurs entre 0 et 2, quand on connaît bien son cours. Et on sait que s de oméga, dans l'énoncé, ils nous disent que c'est moins 1, 1. Je vous rappelle que s, hein, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, S, c'est une variable qui prend ses valeurs dans moins 1, 1 et qui vaut moins 1 avec une probabilité 1,5 et qui prend la valeur 1 avec une probabilité 1,5. Donc, équiprobabilité. Bon, une fois qu'on sait ça, là, franchement, on ne peut pas dire que c'est vraiment très dur. Là. Du coup, Y2, quelles sont les valeurs que peut prendre Y2 ben, on y va posément. Ben, ça peut être 0, vu que Y2, c'est S fois X2. Ben, si je prends d'abord moins 1, ben, c'est moins 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Mais ça peut être moins 1 fois 1, parce que là, on va mettre le détail. Ça fait 0, 1, 2. Donc, soit il y a moins 1 fois 0, donc il y a du 0, ok. Il y a 0 quelque part ici. Mais ça peut être aussi moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1, ok. Et puis il y a moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2, ok. Donc on a ça. Et puis après, quand S vaut 1, ça fait 1 fois 0, ben 0 toujours. 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Donc on avait notre Y2 de oméga qui était moins 2, 2. Donc là, on pouvait se battre aussi là-dessus. 2. Calculer les probabilités attachées aux diverses valeurs possibles Y2, Y2. Bon, ben là, c'était bourrin. Mais là aussi, pas de panique. On se fait dans l'ordre.
P de Y2 égale moins 1. Quand est-ce que Y2 vaut moins 2? Pardon, on va prendre le plus petit. Quand est-ce que ça vaut moins 2, Y2? Autrement dit, quand est-ce que Sx2 est égal à moins 2? Bon, bah là, un raisonnement basique nous permettait de voir que forcément, c'est quand S vaut moins 1 et X2 vaut 2. Bon. Et donc, vu que S et X2 sont indépendantes, ça nous faisait P de S égale moins 1 fois P de X2 égale 2. Et P de S égale moins 1, on le connaît, ça vaut 1,5. Et P de X2 égale 2, on le connaît, puisque ça suit une binomiale de paramètres 2, 1,5. C'était que ça, tout le long. Et donc, il fallait le faire. Et à la fin, on trouvait des choses. Alors, il y a peut-être juste le P de Y2 égale 0. Bon, bah là, il y avait plusieurs cas. C'est soit P de S égale moins 1 et X2 vaut 0, ou S égale 1 et X2 vaut 0. Donc voilà. Mais une fois qu'on a vu ça, après, on les fait tous et on trouve le résultat. Donc là, on ne pouvait pas dire que c'était très dur. Vérifier que la variable aléatoire X2 moins S plus 1 suit la même loi que Y2, ben là, c'est la même chose. On faisait mumuse avec d'abord le support, X2 moins S plus 1 de oméga, on le faisait posément, comme je vous l'ai fait là, et après on calculait toutes les probas, et on obtenait exactement la même chose que Y2. Donc là, j'espère que vous vous dites quand même que c'était jouable, quoi. Là, un bon étudiant de première année, normalement, doit pouvoir faire ça. Donc d'ailleurs, tout ce début-là, si vous êtes en première année, vous pouvez avoir, et que vous avez vu le théorème de transfert, parce que là, il y avait quand même une histoire des théorèmes de transfert, vous pouvez avoir ça au concours blanc, donc n'hésitez pas à travailler dessus. Bon, ensuite, la partie Scilab, on ne va pas la faire. Là, je voulais juste vous dire que, pareil, là, on a un grand classique sur le MXN, on va voir un peu ce qui se passe, mais on va terminer là-dessus. 4, là. Ah non, on va faire aussi un peu d'intégrale, vous verrez tout à l'heure. On va faire donc cette question 4 rapidement. Là, 4, A, justifier que. Donc, c'est quoi, on suppose? OK. Justifier que MXN est défini sur R et calculer MXN. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Donc là, on n'a pas trop de problème avec la première question. Là, c'est encore les théorèmes généraux. Donc, ici, c'est espérance de E de Tx. Et ça nous fait, si on remplace par la valeur de xn, on obtient en fait somme k allant de 0 à n de k parmi n, 1 demi puissance n fois exponentielle tk. Voilà ce qu'on obtient. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de problème de définition, tout va bien. Et par contre, pour le calculer, c'est pas non plus fou. Qu'est-ce qu'on fait? On peut sortir le 1 demi puissance n, et ça nous fait somme allant de 0 à n, k parmi n. Et là, il y a une petite astuce, mais qui est quand même pas très complexe, qui consiste à utiliser une règle sur les exponentielles. Et donc là, on reconnaît en fait un binôme de Newton. Ici, binôme de Newton. Et ça nous donne 1 demi puissance n fois 1 plus exponentielle t puissance n. Ce qui nous rassure un peu, puisque quand je vois un peu la suite, il y a du 1 plus exponentielle t puissance n. On se dit, tiens, on n'est peut-être pas loin. Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, question A, on pouvait quand même la traiter. Ensuite, question B, montrer que la fonction MYN est donnée par. Là, c'est un peu plus dur. Et donc, on va un petit peu décortiquer ça sur ce MYN. Donc, on va prendre un peu de place. Donc, petit b. Là, ici, vu que YN de oméga, ici, on voit que ça va être du moins n, puisqu'on est comme tout à l'heure, c'est plus B2 1,5, mais c'est BN 1,5. C'est le même raisonnement. Donc, ça nous fait ça. Et donc, du coup, quand je fais MYN de T, ça nous fait la somme K allant de moins n à n de P de YN égale K fois exponentielle TK. Bon, et là, il fallait avoir l'idée d'en fait scinder la somme en deux. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on va faire la somme de moins n à moins 1 de P de YN, donc YN qui est SXN égale K exponentielle de TK.
plus la somme k allant de 0. On va mettre à part le 0. Hein. Donc ici, on a le 0, parce qu'on a vu que tout à l'heure, c'était un cas particulier, plus P de yn égale 0. P de yn égale 0 fois exponentielle 0, c'est-à-dire P de yn égale 0, plus la somme k allant de 1 à n de P de Sxn égale K, E de Tk. Cette portion-là, donc je vais la... Ça c'est facile. Ça, vous le ferez. Par contre, cette portion-là, était un peu plus difficile. Parce que là, il fallait un peu réfléchir. Alors, pourquoi elle est facile, cette portion-là? Parce que, en fait, quand K est dans les positifs, c'est que forcément, le S prend la valeur 1. On n'a pas le choix. Parce que quand S prend la valeur moins 1, le Sxn est forcément négatif. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. C'est-à-dire que là, ici, quand K est dans les négatifs, c'est que forcément S vaut moins 1. Donc là, il fallait comprendre déjà que cette somme-là, ça valait somme K allant de moins n à 1 de P2. Alors là, on va peut-être... La complexité, c'est qu'il fallait voir que ça, c'était pareil que somme K allant de 1 à n de P de S égale moins 1 fois P de, vu que les variables sont indépendantes, Xn, attention, là, égale à moins K. Alors, attendez, pardon, égale à K. Par contre, là, on a exponentielle de moins Tk. C'est là où, ici, il y avait ces petites difficultés. Là, ici, prenez un exemple. Si Sxn vaut moins n, ça veut forcément dire que S vaut moins 1 et que Xn, lui, vaut n. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis somme jusqu'à n. Par contre, là, on a exponentielle t moins n. Donc, ici, si l'indice du haut, c'est n, il ne faut pas oublier ici de mettre un moins, sinon c'est faux. Et c'est de là que va venir ce exponentiel moins t ici. Donc là, il y avait un petit piège qu'il fallait bien cerner. Et pour déjouer le problème, en fait, prenez des exemples. Quand k vaut moins n, qu'est-ce qui se passe? Quand k vaut moins n, ça fait P de S égale moins 1 fois P de Xn égale n fois exponentielle moins nt. Et comment je le mets dans une somme avec du P de Xn égale k? Il faut ici mettre du forcément exponentielle moins tk. Donc voilà. Et donc après, on faisait le calcul et on arrivait, avec du binôme de Newton, on arrivait à ce résultat-là. Et on était bien content. Alors oui, alors attendez, oui. Le 1,5 puissance n plus 1, il vient d'où? Il vient du fait que tout à l'heure, on avait du 1,5 puissance n, vous vous souvenez, avec ici le binôme de Newton. Mais comme on rajoute P de S égale moins 1, qui vaut 1,5, donc vous vous souvenez, la probabilité de S égale moins 1, c'est égal à 1,5, eh bien, on y arrivait pas mal. Voilà, donc là, moi, je me serais battu là-dessus, et aussi sur la C, on ne va pas la faire, la C, mais je me serais battu sur la C, parce que là, ici, ils disent en déduire que ça admet la même, que Xn et Yn et Xn-n ont la même loi. En fait, il fallait se servir de ce qu'on a fait juste avant. Donc, c'était pas juste avant, mais c'était un petit peu plus tôt, je vous remontre, où on avait montré voilà, que Y suivait la même loi que X lorsque ils ont les mêmes moments, moment d'ordre P, l'espérance des moments, je ne sais plus comment ils appellent ça. Attendez, je reprends la notation. Ici, c'est l'espérance, voilà, mxt. On a montré que quand mx était égal à my, alors x et y suivaient la même loi. Ça, c'est ce qu'on a démontré. On servait de ça dans cette question petit c. Donc là, on ne va pas le faire, parce que ça, vous l'avez tous fait, ce genre de truc. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grosse subtilité. Donc ça, en tout cas, là, moi, je me serais battu. Et puis, pour terminer, je voulais qu'on voit cette question 10, que je trouve très sympathique, où il y a des astuces qu'on retrouve, mais très souvent en ECS, moins en ECE. Mais là, vous avez vu, on est sur du HEC, et donc c'était tombé. Donc 10A. 10A, justifier la convergence. Donc là, il y en a plein qui sont certainement
pris la tête à faire des équivalences, alors qu'en fait, il ne fallait pas oublier quand même des choses ici. Et je vous fais un petit rappel. Si X suit une loi normale de paramètre M sigma 2, alors la fonction de densité, pour tout T, hein, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins moins M carré sur 2 sigma 2. Bon, vous allez dire, mais quel est le rapport? Ben, vous allez voir, en fait, ici, il fallait, attention, astuce, il fallait observer que quand je fais Tx moins x carré sur 2, eh bien, en fait, on peut l'écrire comme ça. On va le transformer, vous allez voir. Moins x carré sur 2 plus tx, ce qui nous fait moins 1 demi de x2 moins 2tx. Et là, j'essaye en fait petit à petit, je ne sais pas si vous me suivez, mais j'essaye de faire apparaître de la loi normale, trouver une autre densité de loi normale, du 1 demi de quelque chose, avec du carré comme ça. Et donc, regardez, je le construis petit à petit. Donc ça, on observe que c'est égal à moins 1 demi de x carré moins 2tx. Et là, regardez ce que je rajoute, plus t carré moins t carré. Grosse astuce. Et ça nous donne quoi, du coup? Ça nous donne moins 1 demi de x carré moins 2tx plus t carré d'un côté, moins t carré. Ce qui nous donne moins 1 demi de x moins t au carré, moins t carré. Et voilà la grosse astuce. Et donc, du coup, quand je fais mon exponentielle de tout ça, de tx moins x2 sur 2, j'obtiens en fait exponentielle de moins 1 demi de x moins t au carré fois exponentielle de t carré sur 2. D'ailleurs, on est assez content puisque après, là, on a exponentielle de t carré sur 2. Tiens donc, et ben ouais, et ben moi je le vois ici. Là. Bon, et donc ici, je ne vais pas vous faire la rédaction, mais là, on montrait donc assez facilement que vu que ça, c'est en fait la fonction, c'est presque la fonction de densité. Je vous rappelle que la fonction, là, ça ressemble en fait à, si je vous fais fx de t égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x moins t carré. Ça, c'est la fonction de densité d'une loi normale de paramètre T1. Et oui, et donc on sait que cette intégrale-là de moins l'infini à plus l'infini converge vers 1. Et donc on sait que du coup l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exp de tx moins x2 sur 2 dx, eh bien, on sait que ça va être un truc de la forme, sans doute, racine de 2pi, c'est-à-dire qu'il faut multiplier en haut et en bas par racine de 2pi. Hein. Là, ici, on peut très bien dire que, tiens, je vais multiplier par racine de 2pi ici, et je vais diviser par racine de 2pi. Eh oui, on peut faire ça, on force les choses, on force le destin. Et donc, ça va sans doute nous donner que cette intégrale-là va être égale à exponentielle de t2 sur 2. Voilà. On va avoir, après calcul, hein, je suis allé vite, mais non seulement je montre la convergence, mais en plus, je trouve ici la valeur. Et la question d'après, c'est du calcul hein, avec le théorème de transfert appliqué aux intégrales, mais on va certainement y arriver. Voilà donc ce qu'on pouvait faire en première analyse, hein, en ayant regardé le sujet pendant une petite heure. J'espère que ça vous a été utile. On va faire ce genre d'analyse pour tous les sujets de concours de cette année, en ECE, en ECS, en ECT. Merci pour votre confiance et à très bientôt.